Bonsoir. Amis sportifs, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche dans le cadre d'Omniscore. 90 minutes à parcourir l'actualité sportive de la semaine. On aura l'occasion de parler dans cette édition des préparatifs du CHAN. 2 jours seulement pour que les poulains de Yves Clément Aroga entrent en stage. Mais avant, permettez qu'on prenne les dernières nouvelles avec Laurence Ocalia qui est présente dans ce studio. Laurence, bonsoir. Bonsoir Merlin. La religion, pour débuter cette édition d'information, les chrétiens du centre eucharistique d'Elik à Niambimi ont été encouragés à participer à la vie paroissiale. Effectivement, la vie paroissiale dans leur chapelle, c'était les recommandations de Monseigneur Daniel Ewolo, vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé. Le reportage de Christelle Avon. Ils sont 30 qui ont été marqués de l'Esprit Saint au nom de Dieu, désormais ambassadeurs de Jésus-Christ. Les confirmants ont reçu leur sacrement du vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé en vie eucharistique d'Elik à Niambimi de Kolmeseng. Monseigneur Daniel Ewolo a encouragé les jeunes confirmés à demeurer dans la foi, à plus de responsabilités et un engagement sacerdotal à la vie paroissiale dirigée par l'abbé Nicolas Noah, curé de la paroisse. Je suis venu en tournée pastorale pour venir affermir notre foi, attiser le feu de la foi. Parce que le temps que nous passons a fait refroidir beaucoup de chrétiens dans la foi. Il était aussi question pour le vicaire général d'évaluer en lieu et place de l'archevêque métropolitain de Yaoundé l'œuvre pastorale de cette paroisse Saint-François d'Assise, centre eucharistique. Nous avons trouvé une communauté engagée, fervente et décidée à aller de l'avant dans l'annonce de l'Évangile. Et nous avons compris qu'effectivement cette communauté a besoin d'être pleinement constituée. C'est le travail qui s'est fait et c'est le travail qui reste à faire. La lecture de ce dimanche incitait les chrétiens au pardon tel que prescrit dans les évangiles. Le taureau par la corne, c'est le titre du tout nouvel opuscule des éditions Africaea, à lire absolument en bibliothèque. Texte de Jean-Marie Bolo, écrivain dramaturge camerounais, qui dénonce par sa plume les problèmes de la femme en Afrique et ceux des détournements des deniers publics. Je vous propose d'écouter ce reportage de Nadège Mbaïma. Elle raconte ce livre. C'est un véritable régal littéraire qui dépeint la société africaine, la vraie. Commentaire des participants à la sortie de la dédicace de la toute nouvelle œuvre littéraire à retrouver dans les bibliothèques et autres points de lecture. Le taureau par la corne, suivi par la farce de M. Casarnet. Cette pièce qui est, du point de vue de l'écriture, quelque chose de vraiment nouveau, de pertinent, qui vient bousculer un tout petit peu les conventions en matière d'écriture. Texte de Jean-Marie Bolo, écrivain dramaturge camerounais qui théâtralise avec les mots qui sont les nôtres en premier lieu le rêve d'une femme à la succession des Singans, présidence du comité de développement du village. Chasse gardée de la gente masculine. Je laisse des possibilités d'adaptation. Je n'enferme pas celui qui lit ou celui qui veut le monter dans un carcan formel que j'ai déjà tracé. Il faut donc déconstruire les clichés, interroger les traditions et titiller la culture. Loin, bien loin du discours sur les droits de la femme. En second lieu, le public et les invités de marque au Centre culturel camerounais ont découvert page après page la farce de M. Casarnet qui s'engage à exposer un autre problème nocif au développement de l'Afrique. Les détournements des deniers publics, cette criminalité économique qui plombe sérieusement le positionnement de l'Afrique au concert des nations. Ça s'appelle « Prendre le taureau par la corne » et Jean-Marie Bolo l'a fait. Et c'est un livre que je vous conseille. Trouver des bassins d'emploi au Cameroun, c'est l'une des missions du MINEFOF. Effectivement, le MINEFOF a cela pour mission et c'est Icha Turoma Bakari est en train de le faire actuellement. C'est dans le Sud Cameroun que le responsable est descendu sur le terrain à l'entreprise Sudcam pour apprécier leur travail dans la transformation de l'éveillage. Reportage Gisèle Aléné, CRTV Sud. Partir de Moyomosala, parcourir une distance de 25 km pour enfin découvrir Sud Cameroun EVEA, l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois au Cameroun. Depuis son implantation en 2011, près de 1000 Camerounais y travaillent. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est à la recherche sur l'ensemble du territoire, les bassins où se trouvent des emplois.
J'ai visité les équipements, j'ai visité les... Chacun des responsables, Issa Chiroma Bakari, a touché du doigt le vécu quotidien des travailleurs de cette exploitation portée sur la culture de l'EVA. Dans les écoles, par exemple, il a été constaté un manque d'enseignants, tandis qu'ailleurs, le problème de recyclage du personnel s'est avéré. Pour répondre à toutes ces doléances, le Minefop a invité les responsables de ce complexe vieux de 9 ans de continuer à collaborer avec tous les services compétents de l'État. Proposition accueillie favorablement par le directeur général, Jimmy Francis, qui a par ailleurs annoncé la création de 3000 emplois dans les 4 prochaines années. Surtout qu'il prévoit dans quelques mois d'enrichir son complexe d'une usine de transformation du latex. Et pour marquer son passage dans cette exploitation agro-industrielle implantée sur 10 000 hectares, le ministre Issa Chiroma Bakari a procédé à la mise en terre d'un plan d'EVA. Le Fonds régional de promotion de la santé du Sud sort peu à peu de sa maladie. De nouveaux responsables ont été installés par le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguele, pour redynamiser le secteur du médicament dans le Sud. Premier challenge pour ces nouveaux responsables, assurer l'acheminement des médicaments dans cette région. Encore une fois, Ghislaine Aléné, CRTV Sud. Ce n'est un secret pour personne. L'approvisionnement pharmaceutique régional évolue en dents de scie dans le Sud. L'installation du nouvel administrateur du Fonds régional pour la promotion de la santé, FRPS, viendra à coup sûr insuffler une nouvelle dynamique dans ce secteur. On essaie que ça va nous ravitailler. On a tellement les ruptures dans nos officines. Si le fonds livre des médicaments, au niveau des pharmacies aussi, on va se rendre compte que les médicaments que l'on trouve à l'hôpital ont pratiquement le même prix que ce qu'on va trouver à la pharmacie. Et ça, je pense que ce sera une bonne affaire pour la population. Un épineux problème qui constitue l'un des défis que doit relever lui de Gonzague, Boyongeno. Vraiment assainir le fonds qui est visiblement en crise. Vous savez que notre fonds est peut-être un des fonds les plus en difficulté parmi les 10 autres fonds de la République. Donc son challenge, ses défis sont immenses. La situation du fonds régional, aussi déplorable qu'elle soit, n'est pas une malédiction. Et du coup, des choses peuvent être entreprises pour essayer d'inverser les cours. Et c'est ça à quoi nous allons nous atteler. Lui de Gonzague, Boyongeno devra pendant les 3 prochaines années compter sur les 13 années d'expérience acquises à la délégation régionale de la santé publique de l'Est en tant que contrôleur numéro 2 à la brigade contrôle des activités et soins de santé et en tant que chef d'unité BBF. Laurence Okali, avec votre permission, on va prendre les nouvelles hors de nos frontières, direction le Mali. Le Mali, où la junte malienne a obtenu hier soir l'adoption d'une charte politique qui fixe à 18 mois la durée de la période de transition. Elle sera suivie d'élections. L'accord indique que le chef de l'État par intérim peut être un civil ou un militaire. La CEDEAO a donné à la junte jusqu'à mardi pour désigner un président par intérim. Et voilà qui va mettre un terme à ce journal. Laurence Okalia, merci beaucoup. Avec le même plaisir, on se dit à dimanche prochain. Mesdames et messieurs, Omniscore débute à l'instant. On prend une légère transition et on revient. Bonsoir à tous, amis sportifs, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche dans le cadre d'Omniscore. Les principaux titres à la une de cette édition. Chan Total Cameroun 2021, la compétition se déroulera du 16 janvier au 7 février. C'est l'une des principales résolutions du comité exécutif de la CAF, réuni le 10 septembre dernier par visioconférence. Mais une question reste d'actualité. Dans quelles conditions ces compétitions CAF à l'ère du Covid-19 ? On parle toujours du championnat d'Afrique des Nations 2021. Le stage préparatoire pour les Lions à prime débute ce 15 septembre. Le gardien Mossola, Barga et même Tienche convoqué par Aroga ont signé dans d'autres clubs hors du Cameroun.
Un dernier mot pour parler toujours de la saison sportive 2020-2021. Sans date précise pour la reprise, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont débuté avec les entraînements. Et voilà pour les principaux titres. C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche dans le cadre de Omniscore. Mesdames et messieurs, on va prendre la première halte de l'émission. C'est l'événement de la semaine. Deux des trois invités annoncés ce soir répondent présent pour le moment en attendant Emmanuel Bankolo qui va nous retrouver dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir une fois encore, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, le coach Anatole Olivier Onana. Bonsoir. Bonsoir à vous Merlin, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et surtout un très bon dimanche à tous ceux-là qui assistent à cette belle émission. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, on va dire que la semaine était agréable à passer, d'autant plus que c'est vrai que le championnat tarde à le féru du ballon. On aime à regarder le football. Et donc, à l'étranger, en hexagone, on a pris du plaisir à regarder la première ligue qui est d'abord diffusée sur vos antennes. Tout à fait. Et évidemment, la Ligue qui a repris la Ligue 1. Donc, on se régale quand même à voir de jolis gestes. C'est beaucoup plus les Camerounais. On a surtout vu Carlo Toké-Kabi faire un bon match qui est acceptable l'autre jour. Je rappelle que vous officiez du côté de l'Académie internationale de football. C'est du côté de Nyom. C'est ici à Yaoundé. Yannick Degué, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Un plaisir de vous retrouver ce dimanche, après quelques semaines. Merci, on peut dire que le plaisir est partagé. C'est toujours un bonheur de venir sur vos plateaux et échanger avec nos téléspectateurs de CRTV. Mesdames et messieurs, ce sont les experts du dimanche. Le premier thème ce soir, c'est le calendrier de la CAF qui est désormais connu. Vous vous rappelez, le 10 septembre dernier, le comité exécutif de la CAF était réuni par visioconférence. On va prendre ce reportage sur le nouveau calendrier qui est désormais connu. Initialement prévu du 4 au 25 avril 2020 et reporté en raison de la pandémie du Covid-19, le championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021. La Ligue des champions féminines, qui fait son entrée, se jouera comme suit. Chacune des 6 zones de la CAF organisera des qualifications pour déterminer les finalistes du tournoi à 8 équipes, lesquelles seront tirées au sort en 2 groupes de 4 chacun, conformément au règlement. Quant à la CAN féminine, elle est prévue pour le mois de juillet 2022. Le Maroc abritera la CAN des moins de 17 ans du 13 au 31 mars 2021. Les demi-finales des compétitions interclubs saison 2019-2020 débute dès la 3e semaine du mois d'octobre 2020. L'Assemblée générale élective est programmée pour le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. L'Assemblée générale ordinaire se tiendra un peu avant, soit le 11 décembre 2020 à Addis Abeba. La CAF a profité de ce comité exécutif pour lancer un appel à candidature pour l'organisation des compétitions, parmi lesquelles la Ligue des champions féminines 2021 et 2022, la CAN féminine 2022, la CAN U17 et U20, toutes prévues en 2023. Bon retour sur le plateau. Je rappelle que ces compétitions se dérouleront selon le calendrier de la CAF si jamais les conditions sanitaires le permettent. C'est ce que précise le communiqué de la CAF. Coach, on a envie de dire que ça craint avec le Covid-19 qui n'est pas du tout parti. Oui, disons qu'effectivement, vous trouvez le mot juste, ça craint avec la crise sanitaire qui remonte dans tous les sens ces derniers temps. Mais disons aussi que de l'autre côté, on peut penser que la CAF, en annonçant ces mesures ou alors ces dates, a pris quand même toutes les précautions. Et donc, je pense que... On parle plus de prévision, on projette. Oui, c'est pour ça que je disais que je présume qu'au sein de la CAF, on a quand même des experts qui ont tout analysé, surtout les experts sur le plan sanitaire qui ont fait des prévisions et ont vu certainement que de ce côté-là, on pouvait organiser cette compétition à ces dates. Donc maintenant, on peut espérer que cette crise prenne un peu, je vais dire, de la froideur quant à l'évolution de cette crise. Et puis malheureusement, ce serait dommage que cette compétition ne prenne pas, parce que comme je l'ai dit, globalement en Afrique et beaucoup plus au Cameroun, on manque quand même de compétition. Et donc, ce serait quand même une très bonne nouvelle que les compétitions ne reprennent. Donc, mais disons que dans les instances, je vais dire, secrètes de la CAF, on a bien pris les mesures et on pense que, bien évidemment, à ces dates, on pourra relancer les compétitions si le climat s'y est
par rapport à cette compétition. Yannick Dégué, on attendait tous la date du championnat d'Afrique des Nations, initialement annoncé du 4 au 25 avril 2020. Ce sera finalement en janvier que le Cameroun organisera cette compétition. Le timing est bon, du 16 janvier au 7 février. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit une surprise. Le moment où la CAF avait d'abord opéré un glissement par rapport aux compétitions, c'est-à-dire on a voulu recaler le CHAN à la période qui était dédiée à la CAN. Donc à partir de ce moment-là, ce n'était pas une surprise pour personne que le CHAN puisse se tenir en début d'année. Maintenant, il fallait juste repréciser. Je pense que ceux qui travaillent dans la préparation de cet événement n'ont véritablement aucune surprise. On a juste, il faut le dire, un décalage d'une semaine ou 10 jours par rapport aux dates qui étaient celles de la CAN. Bon. Au Cameroun, à cette période, je pense qu'il fait plutôt chaud. C'est la saison sèche. En janvier, il ne pleut pas vraiment. Janvier, février, il ne pleut pas vraiment. Ça va aller? Je pense que du moment où on a consenti à jouer la CAN, la première CAN qui était celle de 2021, à cette date-là, à cette période-là, c'est évident que le problème de climat ne se posait pas. Naturellement, on a toujours joué en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. On a la culture des CAN en mois de janvier. L'exception d'une CAN hors période de janvier était celle de 2019 en Égypte, qui était, disons, celle expérimentale en période d'été. Bon, maintenant, nous en Afrique, on n'a véritablement pas de problème de climat entre janvier et février. Donc, pour me répéter, on a souvent joué la CAN chaque fois qu'elle a eu lieu en Afrique centrale, notamment en Guinée équatoriale et au Gabon. Ça a toujours eu lieu en janvier, février. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème de climat à évoquer. Mais cependant, la menace sanitaire reste présente. De ce point de vue-là, c'est tout à fait intelligent du point de vue de la CAF de parler au conditionnel. Tant entendu que la CAF, comme je l'ai dit souvent, on a eu mandat de personne, on a eu mandat d'aucun peuple pour s'occuper des questions de santé. Donc, de ce point de vue-là, la mission de la CAF est de promouvoir le football et organiser le football. Les questions d'ordre sécuritaire ou sanitaire ne sont pas de son ressort. Donc, il est entendu que pour chaque... On va tâter le terrain, on va voir comment ça se passe, l'évolution de la pandémie et tout le reste, et faire avec. Oui, l'incertitude fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Il faut juste être capable de pouvoir la manager avec intelligence. Je pense que du côté de la CAF, on est assez prudent dans le choix des termes qu'on utilise, dans les mots qu'on utilise. On parle plus au conditionnel parce que ce n'est pas avéré que d'ici là, la situation sanitaire au niveau du Cameroun ou en Afrique soit celle qui est actuellement, même si il est intéressant de le mentionner qu'en Afrique subsaharienne, principalement au Cameroun, on peut compter le Cameroun parmi l'un des pays au monde qui manage mieux la crise sanitaire actuelle. Si on fait le ratio entre les cas déclarés, les cas traités et les décès, on peut se rendre compte que selon les chiffres du ministère de la Santé, on est plus au-dessus de 80% du taux de guérison. De ce point de vue-là, ça ne dépendait que du Cameroun. On pouvait bien organiser la CAN. Maintenant, quand on parle de santé pour un événement, on tient compte des pays ou des destinations d'origine, des athlètes qui viennent. Ils viennent de quel pays? Quelle est la situation sanitaire de ce côté-là? C'est tout cet ensemble d'éléments mis ensemble qui permet de dire si effectivement on peut organiser ou pas une compétition internationale. Permettez que je relance le coach Onana là-dessus. Coach, aujourd'hui, les compétitions CAF, le calendrier est connu. On annonce plusieurs matchs qui vont déjà se jouer fin de cette année. On parle des éliminatoires et tout le reste. À votre avis, dans quelles conditions devront se jouer ces compétitions? On a fin 2020, 2021. La pandémie ne peut pas finir d'un jour à l'autre. Dans quelles conditions devraient se dérouler? On sait tous, peut-être avec public, sans public, test de chaque joueur. Comment vous imaginez ces compétitions si le Covid ne finit pas du jour au lendemain? Oh, moi, je l'imagine dans les conditions idoines, voire idéales n'est-ce pas, du déroulement d'une compétition. Mais non, tout simplement pour faire sérieux. Je crois que avant de répondre à cette interrogation, je voudrais quand même rebondir sur ce que disait le panéliste tout à l'heure, le copanéliste, pardon. Quant à l'approche, même l'orientation qu'a donnée la CAF, je crois qu'on devrait quand même, tout compte fait par respect,
de ces techniciens, de ces joueurs qui préparent activement cette compétition, mettre quand même toutes les conditions pour mettre les acteurs directs dans la certitude. Parce que là, on parle du conditionnel, on est dans l'incertitude qui devrait se jouer à cette date que vous avez évoquée. Parce que je crois que partout, je ne veux pas dire partout, mais quand même quand on regarde un peu plus proche de nous, on a parlé de l'Hexagone tout à l'heure, on voit bien que ça se joue. Donc je crois que la CAF quand même, en collaboration avec les autorités gouvernementales des pays qui devraient organiser ces compétitions, devraient quand même s'accorder pour donner toutes les conditions, les garanties nécessaires à ce que cette compétition puisse jouer. Je veux dire, dans l'approche technique, parce que voyez-vous, quand un entraîneur travaille dans l'incertitude, même dans la programmation même, n'est-ce pas, des séances d'entraînement, des séances de planification des programmes de match, on ne peut pas aller sur la logique. Et donc, je crois que par rapport à cet aspect des choses, on devrait donner toutes les garanties. Bon, maintenant, pour revenir, c'est un peu dans ce même ordre d'idée que je pense qu'on devrait quand même organiser ces compétitions parce que si on peut, tout en concertation avec les autorités gouvernementales, organiser cette compétition, ça veut dire qu'on devrait quand même aller à l'approche ou alors plus proche de ces autorités pour discuter, mettre en place tout un système, je veux dire toute une politique qui puisse permettre à ce que les pays qui accueillent cette compétition et ces joueurs aussi, et je vais parler des équipes nationales qui arrivent de l'extérieur, puissent arriver, quitte à passer, je ne sais pas trop moi, 4-5 jours pour pouvoir subir des tests et avoir des résultats. Vous pensez qu'on peut faire comme dans le championnat européen, bien évidemment, des tests tous les 2 semaines, de ce côté-là, 2 fois par semaine, chaque joueur? De ce côté-là, je crois qu'on a les moyens pour. On regarde, on ne peut pas dans le plagiat, mais quand même essayer de prendre ce qui est bien de l'autre côté, ce qui se fait de bien, de meilleur, de mieux de ce côté, et puis essayer de le mettre en place. Puisque si ça marche ailleurs, certainement aussi, nous avions l'expertise et même l'expérience aussi nécessaire, parce qu'on a vu quand même de ce qu'en RDC, on a quand même traité, je ne veux pas dire, c'est pas la même pandémie, mais Ebola a été traité de côté. On a vu que les gens ont bien vécu. En Chine, ça se joue. Donc, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, on a tout intérêt à pouvoir aller en concertation directe avec les autorités pour pouvoir mettre toute une politique, tout un système en place pour donner toutes les garanties aux acteurs de pouvoir jouer cette compétition, pour avoir aussi le spectacle qui devrait être livré. Coach, je veux que vous réagissiez un peu sur la Ligue des Nations féminines qui entre en jeu dès la saison prochaine. La CAF précise, chacune des 6 zones de la CAF organisera des qualifications pour déterminer les finalistes du tournoi à 8 équipes. La répartition sera la suivante, une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte et une équipe supplémentaire. Pour la première édition, l'union zonale du pays hôte aura 2 représentants. Cependant, pour les éditions suivantes, le pays hôte n'aura qu'un seul représentant, tandis que l'union de la zone du champion en titre qualifiera 2 équipes. Les 8 équipes qualifiées seront tirées au sort par 2 groupes de 4 équipes chacun conformément au règlement. La compétition sera annuelle et se tiendra durant le second semestre. On voit une entrée d'une Ligue des Nations, mais seulement à 8 équipes. Oui, on est en phase, bien évidemment, comme c'est une première, on est en phase expérimentale. Donc la CAF prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas se planter. Et donc, vu de ce point de vue, on peut donner quand même raison à la CAF. Toujours est-il qu'il faut essayer des choses. C'est une nouvelle compétition qui arrive, on est tout heureux. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne par rapport à toutes ces mesures, par rapport à toutes ces organisations qui est mise en place par la CAF pour que on puisse voir le résultat que cette compétition, cette organisation aussi, cette manière d'organiser peut donner. Mais l'idée en elle-même, dans l'approche pure dans la pensée pure même de ceux-là qui ont mis cette compétition en place, est la plébiscité. Parce que voyez-vous, avoir toujours une compétition supplémentaire, ça donne une large attitude, une large possibilité à tous ces joueuses et à tous ces joueurs qui vont jouer cette compétition de pouvoir mieux s'exprimer afin de pouvoir mieux se vendre, voire aussi agrandir ou alors ajouter une autre ligne dans le CV, dans le cursus de chaque joueuse. Donc moi je crois que c'est une très bonne nouvelle. On fait confiance aux autorités de la Confédération qui ont mis cette compétition en place et qui sont en phase expérimentale. Donc on croit que dans la mesure, dans un futur très proche, on verra si tout a été mis en place pour avoir la réussite de cette compétition. Initiative donc à féliciter pour l'entrée de la Ligue des champions féminines. Alors, Yannick Degué, aujourd'hui, on a un calendrier qui est fait. J'aimerais qu'on reste dans le sillage des compétitions féminines. On a la CAN féminine qui avait été repoussée en 2022. La date est déjà connue. Ce sera en juillet 2022. 4 ans sans disputer une compétition. Pour les filles, ça craint. C'est une petite marginalisation. Je ne veux pas aller très vite dans la cause féministe, mais je ne pense pas que ce soit une marginalisation.
En revanche, je partage l'idée selon laquelle la CAF, celle d'aujourd'hui, a un vrai déficit. Peut-être si on sera en économie, on pourrait dire que c'est une entreprise qui est vraiment en faillite. Pourquoi en faillite? Pourquoi en faillite, Yannick Degué? L'organisation des événements sportifs du modèle CAN mobilise assez d'argent, que ce soit du point de vue du détenteur des droits qui est la CAF ou encore du pays hôte ou même encore des sponsors. Il faudrait que tout le monde soit en situation de surliquidité pour pouvoir financer ce déplacement. La CAF n'a pas dit qu'elle manquait de moyens. La CAF n'a pas besoin de vous dire qu'elle manque de moyens. Si elle ne manquait pas de moyens, elle l'aurait organisé. Il n'y a pas un débat sur cela. C'est-à-dire que si vous passez la dernière édition de la CAN féminine, c'était il y a 2 ans, je crois. Alors si on va faire 4 ans, disons 5 ou 6 ans, sans une compétition majeure. On évoquait la pandémie. Pour repousser cette compétition depuis 2018, on aura 4 ans après, la CAF évoquait la pandémie. Sauf qu'avant que la pandémie ne survienne, la CAF n'avait même pas encore désigné le pays hôte. Jusqu'à présent, on cherche le pays hôte. Voilà, ça veut dire que l'événement manque de financement. C'est l'explication technique qu'on puisse donner à cela. Je ne suis pas en train de faire un procès de compétence au niveau de la CAF, mais j'ai dit, j'analyse la chose de façon la plus froide. Maintenant, je peux comprendre la décision qui est celle de la CAF de remettre cela à 2 ans après, le temps de pouvoir voir s'il y a un sponsor qui peut se mobiliser, s'il y a un État qui peut demander à accueillir. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, notamment la crise économique post-Covid, il est difficile à la fois pour un pays hôte de prendre sur lui, d'accueillir un événement qui économiquement est peu fiable. Puis, sur le plan médiatique, il y a un très peu d'impact. Ça, c'est des manquements d'une compétition comme celle-là. On peut prendre le risque d'aller sur des compétitions à fort impact médiatique comme la CAN des garçons. Oui, c'est établi que la CAN des garçons a un attrait beaucoup de monde, beaucoup d'argent. Peut-être pas de l'argent du point de vue du pays hôte, mais au moins il y a un impact, il y a une exposition médiatique à laquelle chaque pays qui organise devra avoir droit. Je pense que la logique des organisations du modèle CAN, CHAN ou la Coupe d'Afrique féminine obéit plus à ces critères-là que des vrais enjeux économiques, parce qu'il faut dire que le modèle économique qui est celui qui est autour de la CAN ne permet pas à n'importe quel pays hôte, fût-il du Maghreb ou d'Afrique du Sud, d'organiser une compétition, d'organiser et rentabiliser avec Yannick Degué, permettez que je revienne à vous. On va accueillir Emmanuel Bankolo qui a fait son entrée dans ce studio il y a quelques instants. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous, Merlin. Bonsoir au panel. Bonsoir à vos fidèles et nombreux spectateurs. Le premier débat ce soir, ce sont les compétitions CAF. Vous le savez tous, cette semaine, la CAF, qui s'est réunie par visioconférence, a publié le calendrier des différentes compétitions, et au moins jusqu'en 2023. On se pose la question, le calendrier est là, mais le Covid n'est pas parti. Dans quelles conditions l'organisation de toutes ces compétitions? La pandémie n'est pas partie. Ce qui est sûr, elle ne partira pas. Donc, elle va passer de l'étape de pandémie à maladie. Donc, ce n'est pas cohérent aujourd'hui qu'on veuille s'agripper au fait de la pandémie ou tout au moins de la maladie pour pouvoir justifier ces manquements. Je crois que si on avait été avant-gardiste au niveau de la CAF, on aurait plein de compétitions qui se joueraient déjà. Parce qu'ailleurs, ça s'est joué simplement du fait de ce que les fédérations, les confédérations ont convaincu les différents gouvernements de ce que ça peut se jouer. Et convaincu comment? Par un ensemble de propositions probantes qui ont démontré que le sport, même dans cette circonscription-là, même dans cet environnement-là, peut se jouer. Si on a joué en 2001... Sauf que, Emmanuel, certains définissent, vous parlez à l'ère du Covid-19, on aurait pu jouer peut-être sans spectateurs. Certains ont défini le football comme un sport qui se pratique avec 22 joueurs sur le terrain et un public tout autour. Quand il n'y a plus de public, on a l'impression que ça cesse d'être le football. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la contrainte? La contrainte, elle est naturelle. Mais est-ce qu'on va aller mettre la contrainte dans la contrainte? On a une contrainte naturelle. Maintenant, il est question simplement d'ouvrir les ménages, de réfléchir et de créer les produits qui nous permettent de continuer d'exister. C'est ce que les autres ont fait. Pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas? La CAF, qui se laisse subir le diktat pratiquement de la FIFA, ne comprend pas qu'en zone Europe, on joue,
la CONMEBOL va jouer, tout le monde va jouer, parce que les uns et les autres étaient avant-gardistes. Aujourd'hui, comment vous m'expliquez à moi que vous voulez faire la promotion du football féminin, mais que vous prenez sur vous quand même d'annuler une compétition, une CAN féminine, ça veut dire une CAN majeure, et de garder une CAN cadette. On se rappelle qu'il y avait... Parce qu'elle se jouera au Maroc. C'est un contresens total. C'est-à-dire que quel est le justif qu'on peut apporter? Si on est des personnes qui voulons faire la promotion du football féminin, comment on fait pour penser qu'une CAN majeure féminine ne puisse pas nous rapporter beaucoup plus qu'une CAN cadette? Donc, il y a tout ce problème-là. Et moi, je dis qu'on ne peut pas aller cacher sa paresse derrière la pandémie. Donc, aujourd'hui, je suis bien choqué parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. Moi, je suis bien choqué de ce qui arrive au football féminin aujourd'hui. Et maintenant, rentrez, vous parliez tout à l'heure un peu de la Champions League et tout. Moi, j'attends qu'elle se joue. Parce que moi, je ne suis pas un féru des effets d'annonce. Je considère cela Elle va comme se une jouer, annonce. Emmanuel. Elle va se jouer. Je dis, je considère... On est optimiste, on veut voir les dames à l'épreuve, on veut voir les clubs. Peut-être. On veut voir Amazon FAP, on veut voir ce que je dis, vous voyez ça de l'angle du Camerounais parce que chez vous, vous avez des clubs et vous avez de la qualité, donc vous estimez que c'est possible. Mais maintenant, il faut être clair. Prenez d'abord au niveau des nations, d'accord? Si vous prenez une zone comme le Maghreb, elle n'existe pratiquement pas dans le football féminin. Alors, la configuration qu'on donne aujourd'hui, c'est pour pouvoir permettre au Maghreb d'exister tout au moins en Final Four. Parce que qu'avec une équipe... Si on va jouer au niveau, si on va faire 4 zones, et que c'est chaque champion des zones qui arrive peut-être pour un Final Four, ou bien si on prend 2 par zone pour un Final 8, quel que soit le cas, le Maghreb apparaîtra. Mais seulement, est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, le Maghreb en football féminin a la qualité et la capacité pour pouvoir... Donc, moi je dis, il faut qu'on fasse attention un peu à ce que nous disons des fois et attention à ne pas se précipiter. Parce que ceux qui étaient là avant ont pris leur temps. Rappelez-vous du président Ayatou en 2014 qui vous annonçait déjà les compétitions féminines, mais qui disait on est en train de mettre sur pied un plan progressif, un processus. Après les exploits du Cameroun en 2015, il est revenu dessus. Rappelez-vous ses propos après la CAN féminine au Cameroun 2016. Donc aujourd'hui, l'exécutif en place n'est pas celui qui a créé ou qui a inventé cette histoire de compétition. Il est question de l'implémentation. Mais maintenant, quand on veut implémenter cela, comment on fait pour annuler cette compétition-là? Emmanuel, c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Alors, peut-être avant de terminer cette première partie, coach Olivier Onana, j'aimerais qu'on s'interroge avec vous sur... Certains ont trouvé que c'était un déficit. Très souvent dans les compétitions internationales, je prends le cas à l'échelle mondiale, la FIFA, on sait qui organisera la Coupe du Monde, je ne sais pas, 2022, 2026, 2030, en fait, au moins sur 10 ans. Mais nous avons une série de compétitions où la CAF a lancé l'appel à candidature. Je vais citer quelques-uns. On a la Ligue des champions féminines 2021-2022. On ne sait pas où ça va se tenir. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022 qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le pays hôte. La Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer 2022. La Coupe d'Afrique des Nations U17, U20, U23 de 2023. Nous avons les finales de la Ligue des champions de la CAF 2021, 2022, 2023. Les finales de la Coupe des confédérations 2021, 2022, 2023. Toute une série de compétitions dont on ne connaît pas jusqu'à présent le pays organisateur. Oui, vous faites bien de le rappeler. C'est pour ça que Emmanuel fait bien de parler de cet aspect des choses où on divague un peu, on a l'impression qu'on végète même. On est dans l'incertitude. Donc on parle là des déficits, n'est-ce pas, d'intelligence même, et puis d'expertise. Donc certains parlent je veux dire, d'incompétence. Ça va un peu dans tous les sens dans cet organe fêtière du football africain. Bon, maintenant, quant à cette incertitude, loin de moi quand même de me réjouir de ce genre de... On a d'abord évoqué cet aspect des choses où j'estimais que par respect même pour les acteurs, la CAF devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre les acteurs, je parle là des encadreurs, des footballeurs, même des joueurs, pour mettre ces derniers dans toutes les conditions et leur donner aussi les conditionnalités pour pouvoir mieux se préparer. Parce que je l'ai dit, quant à l'approche technique, même quand on est dans l'incertitude, il est très difficile, n'est-ce pas, pour les techniciens de pouvoir faire une programmation
formation pour préparer. On parle là des entraînements, des matchs amicaux et autres. Et donc, à partir de là, quand on n'a pas une date fixe, on ne sait pas sur quelle base, sur quel cycle travailler. Et donc, c'est un peu difficile. Moi, je crois tout simplement qu'on devrait quand même, de ce côté-là, je parle là de la CAF, essayer de prendre un peu du recul, d'avoir un peu la froideur des analyses pour essayer de trouver toute la lucidité. Aussi, essayer de donner encore beaucoup plus de confiance à ceux-là, dans leur presque majorité, qui commencent déjà à douter. Parce que quand on regarde un peu le fonctionnement et aussi la planification des compétitions, parce que c'est ça qui fait vivre le football en Afrique, on voit que dans toutes les compétitions, la Champions League est dans l'incertitude. Ça fait depuis pratiquement 2 ou 3 ou 4 mois. C'est vrai qu'on se réfugie un peu par rapport à cette pandémie qui arrive à grands pas et qui est en train de faire des ravages. Disons, justifie tout aujourd'hui avec la pandémie. Voilà, maintenant, on parle de cette Champions League qui est sans cesse reportée, du CHAN qui est sans cesse reporté. Emmanuel faisait allusion à la CAN, cette compétition majeure sur le plan féminin, qui a été reportée. Mais on voit qu'à côté de ça, on a quand même mis derrière une compétition, on ne va pas dire mineure, mais quand même plus ou moins majeure qui arrive dans ce sens-là. Donc, on n'a pas une ligne directrice, on se pose beaucoup de questions. Et donc, ce questionnement nous amène quand même à douter. La CAF ferait quand même mieux. Et là, vous chutez 30 secondes sur le sujet. Ferait mieux de nous rassurer, de nous donner encore beaucoup plus de confiance, de mieux préparer nos compétitions pour le futur des jeunes qui font quand même de ce football un métier. Mesdames et messieurs, cette semaine, le Comité national olympique et sportif du Cameroun avait une cérémonie. C'était l'installation des nouveaux membres récemment nommés par le colonel Kalkaba Malboum. C'est un reportage de Baldwin Sama. They are all from different walks of life, having a common goal, that of promoting Olympic values by demonstrating moral and human qualities in their different posts of responsibility. I'm in charge of making sure that the national sporting events unfold well and that there is sanity in the Olympic body at my level. While commissioning those recently appointed at the Olympic Committee, Hamad Kalkaba Malboum, president of the National Olympic and Sports Committee, called on them to be assiduous, honest, and showcase friendship, respect, and excellence as they exercise their duties. It is important to make this structure working efficiently with people who are prepared for the job and people who can work professionally to deliver. The appointment announces a new era in the National Olympic and Sports Committee. Bon retour sur le plateau de Omniscore sur CRTV News. On va prendre la deuxième halte de l'émission. C'est le plus de la semaine. Ce 15 septembre, c'est le jour tant attendu pour les Lions à Prime, le début du stage préparatoire au championnat d'Afrique des Nations 2021. On attend de voir Yves Clément Aroga pendant 2 semaines échanger techniquement, tactiquement sur le terrain avec ses poulains. Le stage de 2 semaines va se dérouler du côté du centre technique de la CAF, le centre d'excellence de la CAF, autant pour moi, c'est du côté de Mbankomo. Mais on annonce l'absence de plusieurs ténors dans la tanière, notamment Simon Omosola, lui qui a participé à la CAN U23, qui est un ténor, qui était un ancien pensionnaire de Bambutos de Bouddha, qui officiellement a signé du côté de AS Vita Club. Nous avons Barga qui a aussi signé. On annonçait cette semaine, selon Guinée.info Foot, le départ de Alphonse Marie-Tchenche du côté de Kaloum FC, toujours du côté de la Guinée, Yannick Degué. Aujourd'hui, on a une liste qui est publiée, mais on a des joueurs qui sont presque partis. On parle des ténors. Est-ce qu'il faudrait déjà avoir peur? Je pense, le mot peur, c'est pas peut-être le mot indiqué, c'est pas l'expression indiquée. C'est un mauvais signe? C'est pas un mauvais signe, ça s'explique. Il faut juste se tenir au règlement de la compétition. Que dit le règlement de la compétition? Bon, on ne veut pas des joueurs professionnels. Je ne sais pas si ces championnats-là sont devenus professionnels pour autant. On ne veut pas des joueurs on veut des joueurs qui évoluent sur le plan local. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Après, je peux peut-être dire il y a
peut soupçonner peut-être un déficit managérial au niveau du Cameroun. Je pense que stratégiquement, quand on a une grande compétition à tenir et qu'on a des joueurs sur lesquels on peut compter et que le règlement ne nous permet pas de faire partie des gens, de faire sortir des athlètes au risque de ne pas les avoir en sélection, autant mieux chercher des astuces pour les garder, ne fût-ce que pour la période de la compétition. À ce niveau-là, je pense qu'on a peut-être manqué de stratégie. On a manqué, on n'a pas trouvé les astuces, les bons mots pour leur retarder. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous avez le meilleur buteur du championnat du Cameroun Léon Boyomo aussi. Et qu'on vous explique que dans 4 mois ou 5 mois, vous allez jouer une compétition qui s'appelle le CHAN et qu'on a besoin que des garçons qui jouent sur le terroir et qu'on les laisse partir. Je pense que stratégiquement, ça ne nous aide pas. On gagnerait au contraire à faire venir des enfants d'ailleurs qui, même s'ils jouent à l'étranger, pour peut-être les faire signer au Cameroun, même pour le temps de 3 mois ou 4 mois, peut-être qu'ils puissent être appelés dans cette liste-là, peut-être défendre les couleurs du Cameroun. Moi, je pense que si on avait une vraie stratégie, si on avait donné une vraie mission au CHAN, si on voulait vraiment le gagner, c'est des pistes qu'on la compétition ne s'est pas encore jouée. Quand vous dites vous parlez au passé comme si on ne devait pas la gagner. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas la gagner, je suis juste en train de vouloir essayer de répondre à votre question et pouvoir voir si on peut ajuster les choses tant qu'il est encore, tant le championnat n'a pas commencé. Ça veut dire que les joueurs peuvent encore sortir. On a encore 3-4 mois. 3-4 mois. Permettez que je lance Emmanuel Bankolo. Emmanuel, peut-être, sauf si je me trompe, Simon Mossola a été une fois déjà appelé à l'équipe senior à Prime. Simon Mossola, c'était le gardien du Cameroun pendant la CAN U23. Simon Mossola, c'est une valeur, entre guillemets, sûre de notre championnat. Malheureusement, à l'instant où nous parlons, il est du côté de AS Vita Club, du côté du Congo. Nous avons Barga. La même chose. Nous avons aussi un joueur qu'on appelle Marie-Alphonse Tientieux qui a été ballon d'or au Cameroun, qui a remporté plusieurs titres et qui est aussi annoncé du côté de la Guinée. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Thierry Akono, je crois, qui est allé du côté de la Tanzanie. Bon, maintenant, il faut comprendre d'abord un peu les choses. Techniquement, c'est possible. Et puis sur le plan même un peu du marketing et des échanges entre les clubs et les nations, on ne peut pas blâmer les garçons. Pourquoi? Vous avez des joueurs qui avaient des préaccords avec des clubs pour l'été, pour le mercato d'été. Alors, la pandémie est arrivée, on a décalé la compétition. Sauf que, de l'autre côté, ils ont mieux géré la pandémie et autres, et eux, ils jouent depuis le mois de juillet. Donc, conclusion, il y a des clubs qui ont maintenu la main sur le pré-contrat et l'ont passé en contrat. Et il y a donc des joueurs qui sont censés respecter leur contrat. Conséquence, ces joueurs sont obligés de partir. Et ce n'est pas leur faute. La compétition était prévue pour le mois d'avril. Du 4 au 25 avril 2020. Vous comprenez un peu? Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas leur faute. Yannick a évoqué les mécanismes. Vous avez un pays comme le Maroc qui a mis en place des mécanismes qui veulent que, toutefois, qui doivent aller au CHAN, s'il y a des joueurs importants dans certains championnats, la fédération se met en contact avec la fédération du pays qui utilise les joueurs et on renvoie les joueurs dans un club marocain en prêt. La preuve, c'est que l'avant-centre marocain est revenu, il est en prêt. Il a été relâché par son club chinois, il est en prêt parce que justement, c'est une valeur importante pour le Maroc et par rapport à cette compétition. Donc, il y a autant de mécanismes qu'on peut mettre en place, mais quel est notre environnement? Si vous avez un entraîneur qui prend sur lui de faire revenir 3-4 joueurs, la première chose qu'on aura au niveau des plateaux télé et radio, ce sont des gens qu'on va commettre à la tâche à faire le tour des plateaux et à dire que le coach a installé des comptoirs au sein de la sélection nationale. C'est ça la difficulté chez nous. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui comprennent souvent des choses et qu'on utilise à dire n'importe quoi. Maintenant, en termes de qualité et même de quantité, je ne pense pas que le coach Aroga se plaigne de quoi que ce soit. Il est conscient
de ce qu'il y a des joueurs qui peuvent encore partir. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'il a toujours eu cette liste de 30 et ces 9 réservistes, ce qui lui permet d'avoir une certaine sécurité tout de même, et ce qui lui permet d'être sûr d'attaquer la compétition avec un bon nombre de joueurs. Le seul bémol ici, c'est simplement que tel que c'est parti, on continue de se poser la question de savoir est-ce que véritablement le mois prochain on pourrait rentrer dans la reprise du championnat. Parce que tel que c'est fait, on peut aller au-delà du mois d'octobre, ce qui va être une entorse à la préparation. À peine 3 mois, à peine 2 mois et demi pour préparer. Non, mais il ne faut même pas compter faut pas compter le mois de décembre. C'est-à-dire que passé le mois de novembre, on a terminé. C'est-à-dire le mois de décembre, ce sera simplement pour travailler la cohésion. Le mois de décembre va être très court, puisqu'on démarre le 7 janvier. Donc le mois de décembre ne compte pas. Le 16 janvier. Le 16 janvier. 16 janvier pour jusqu'au Alors, 7 le mois de février. décembre ne compte pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que dès la première semaine du mois de décembre, on devrait avoir les 23, ou tout au moins 25 ou 26 joueurs. Donc à partir de ce moment, on ne peut même pas penser au mois de décembre. Là, nous sommes en train de sortir du mois de septembre. Ça veut dire que mathématiquement, on a 2 mois. Alors, comment on fait dans les 2 mois pour penser qu'on puisse avoir des garçons qui viennent hors de la liste du coach? Ça va poser un problème. Maintenant, quitte à ce que le coach prenne sur lui, toutefois qu'il a l'équipe en stage, d'avoir 2 à 3 matchs amicaux avec des clubs sérieux qui puissent lui permettre de faire quelques réglages. Et parlant de matchs amicaux, va on a déjà un match amical qui est annoncé avec le Soudan du Sud. Bon, oui. On attend encore la confirmation. C'est-à-dire qu'entre l'annonce et la confirmation, il y a un gap. Donc on attend la confirmation du match, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien que pour cette sélection-là, on se batte à lui trouver des matchs, mais je crois aussi que sur le plan interne, il y a des clubs qui peuvent l'aider à travailler. Donc moi je pense aux clubs tels que APGS, Fortuna, il y a des clubs qui peuvent aider à travailler. Il y a des joueurs qui peuvent faire l'affaire. Et dans ces matchs amicaux-là, on peut donc justement aller trouver des joueurs qui puissent permettre simplement d'apporter quelques retouches. Anatole Olivier Onana, vous êtes un homme du terrain, vous êtes un entraîneur de terrain. Est-ce que vous pensez comme Emmanuel, comme Yannick, qu'on n'a pas assez fait la cour, on n'a pas su projeter, on n'a pas su, comment on dit ça, on n'a pas su arranger les choses à temps pour qu'on arrive à cette situation où on a un comme Omosola qui a une grande expérience et qui malheureusement nous quitte avant la compétition, 2-3 mois avant la compétition? C'est difficile pour, très honnêtement, c'est très difficile pour un entraîneur de pouvoir travailler dans ces conditions. Parce que vous voyez, autant on a parlé de la CAF tantôt, qu'on va parler quand même aussi de ceux-là qui sont censés organiser le football dans notre pays. Là, on est toujours dans l'incertitude. Ça ne ressemble pas à la CAF? Pas tout à fait, mais je dis qu'on a quand même des points similaires. Hein. Mais quant à l'incertitude, parce que là, voyez-vous, on est dans l'incertitude. Et là, Emmanuel a si bien expliqué, on n'est pas sûr que même en octobre, que le championnat puisse se jouer. Et donc, à partir de là, c'est un peu difficile pour le coach Yves Clément Aroga de pouvoir mieux préparer cette compétition. Par contre, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yannick tantôt, parce que là, on est dans l'urgence. Il a parlé beaucoup de stratégie. Je crois qu'on a manqué juste de politique sur le plan général, parce que là, s'il faut parler sur le plan de la stratégie, là, on est dans le ponctuel. Il aurait fallu qu'on retienne des jeunes, qu'on leur donne des garanties, qu'on leur donne des possibilités de pouvoir se maintenir au pays. Mais maintenant, en amont, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour maintenir ces joueurs? Et là, c'est une politique globale et générale. Justement, quant à l'organisation du championnat, par rapport au traitement même propre du joueur au Cameroun. Parce que voyez-vous, pourquoi ces joueurs partent? Vous allez parler des ténors qui sont en train de partir. On parle d'Akono, un joueur que je connais très bien pour les gens qui ont eu quelques années à Fortuna, qui est parti du côté de la Tanzanie. On parle là de Tchenche, qui était quand même, comme vous l'aviez dit, une valeur ajoutée pour le championnat camerounais. On va citer aussi Omosola, qui est un joueur quand même qui, à ce moment précis, vu son état de forme, aurait pu déjà commencer à toquer à la porte de l'équipe nationale. Et donc là, il est parti. On oublie même très certainement Loïc Fedjou, qui est aussi dans le même club que Mbarga. Donc tous ces 4 ou 5 joueurs qui sont partis nous jettent quand même dans le doute quant à ce manque sur le plan qualitatif qu'on pourrait avoir. Et c'est pour ça que quelque part, je ne serais pas peut-être pas d'accord avec Emmanuel, qui disait que le coach
n'aurait pas de crainte à se faire quant à la qualité et à la quantité. En quantité, oui. On a des joueurs sûrs, on a aussi... Oui, non, je veux tout simplement dire qu'en quantité, oui, on a des joueurs qu'on peut se remplacer aisément. Mais quand on a un gardien quand même comme Omosola, il n'est pas facile de le remplacer. Certes, on a l'arrivée tout simplement le retour, oui, à Choukeredou qui revient depuis WD, qui c'était un joueur qu'on connaît. Quand même présente un profil atypique dans ce groupe de Yves Romain Aroga, un joueur qui peut apporter la précaution, de la vertu. Et des joueurs dans ce sens-là, dans ce profil, on en trouve peu, n'est-ce pas, dans cette sélection. Donc, personnellement, je crois que le coach Yves Clément Aroga a quand même du souci à se faire. Et se fait même du souci, je peux le croire, quant à la qualité. Et puis, globalement aussi, si on veut même rendre la chose futuriste, même pour voir un peu comment je veux dire, le planning de sa programmation. Et on verra que par la suite, on aura même, tant bien la compétition pourra se jouer ou alors le championnat, on est sûr, personnellement, et moi le premier, qu'à 80%, on aura un état de forme assez disparate des joueurs. Quant à l'état physique, sur le plan technique, sur le plan tactique. Donc, tout ce melting pot peut quand même laisser croire que, personnellement, le coach Yves Clément Aroga a des soucis à se faire quant à la préparation. C'est le temps, puisqu'au Cameroun, on est toujours exigeant, n'est-ce pas, par rapport à la victoire finale. Et donc, personnellement, on devrait quand même lui donner toutes les garanties et tous les moyens aussi pour pouvoir mieux préparer cette compétition, afin que le jour dit ou alors à la fin de cette compétition, qu'on ne soit pas là en train de s'apitoyer, voire aussi s'alarmer sur notre sort. C'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez PWD de Bamenda qui se prépare pour la Champions League africaine. AS Fortuna qui a aussi repris les entraînements. On va parler de ça dans quelques instants, mais permettez, vous avez mentionné CRTV Sport qui est entré dans une étape encore plus grande avec la diffusion de la Première Ligue anglaise. Nous avons eu la première journée, tout à fait, la première journée qui s'est disputée. On a bien voulu retransmettre le match de Fulham. C'est le club de Zambo Anguissa qui finalement n'a pas pu signer officiellement du côté de Villarreal. Villarreal qui avait proposé 25 millions d'euros à Fulham, mais Fulham qui est monté en première division a jugé que non, Zambo était bien pour permettre au club de se maintenir, à aller plus loin. Donc on a eu ce match Fulham qui s'est disputé hier. Je vous propose de revenir sur la diffusion de cet élément. C'est un reportage de Robert Badjek. La bande-annonce diffusée en boucle ces derniers jours semblait pour certains sceptiques comme un canular. C'est désormais officiel. Toute la passion, toute l'émotion, toutes les vibrations générées par le football Made in England vous sont transmises par le canal de la cadette du réseau CRTV. Durant 3 heures de direct, journalistes et experts du championnat anglais ont décrypté pour vous l'avant, le match et l'après-match de cette rencontre inaugurale. C'est donc un premier défi relevé qui a nécessité l'implication personnelle du top management, lui qui a très vite flairé les enjeux de la diffusion du championnat de football le plus suivi dans le monde. L'aventure ne fait que commencer. Il y en a pour 9 mois de montée d'adrénaline, de spectacles sportifs, de frissons garantis. Pas de panique donc, CRTV Sports and Entertainment ne compte pas filer à l'anglaise. Bon retour sur le plateau de CRTV News, Omniscore, votre programme sportif. On a l'occasion de parler à présent de notre championnat local. C'est vrai que la date n'est pas connue jusqu'à présent, mais plusieurs clubs ont déjà repris ou renoué avec les entraînements. C'est le cas de AS Fortuna. Reportage. C'est la 13e séance d'entraînement pour AS Fortuna, malgré le report de la date de reprise du championnat camerounais. Le club de Roger Noah, constamment dans la zone rouge la saison dernière, veut inverser la tendance. En gardant le gros de l'effectif l'année dernière et en réajustant à certains postes par certains nouveaux joueurs. Et un jeune comme Junior Fédé, qui est un ancien de la maison, qui était avec le Canon l'année dernière. Vous avez Lionel Abaté, qui a été meilleur buteur de la Ligue 2 quand l'équipe montait, qui allait faire ses preuves aux États-Unis. Pour rattraper les 5 mois d'inactivité liés à la pandémie du Covid-19, le travail est plus physique. Beaucoup sont arrivés en surpoids et donc nous avons, comme d'habitude, commencé par une préparation physique généralisée qui se fait en 3 temps. Nous sommes encore en train de terminer la première phase. Jouer les premiers rôles passe nécessairement par une cohésion dans le groupe. On se connaît déjà bien et
jusqu'ici tout se passe bien. On a eu à jouer ensemble il y a de cela longtemps, donc c'est vraiment un plaisir d'être avec mes frères. Chaque matin, on travaille bien en attendant que le championnat débute. À part assuré, AS Fortuna est en route pour relever le défi du maintien. Pourquoi pas un titre national cette saison? Yannick Degué, on a ce club de AS Fortuna qui a repris les entraînements. Ça a été surprenant pour plusieurs quand on parlait de la 13e séance d'entraînement. Il ne faudrait pas, peut-être à tous les clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, on ne devrait pas attendre qu'on ait une date fixe pour la reprise du championnat pour se mettre en forme. Je pense que le problème de fond est un problème de financement. Si vous avez les clubs n'ont pas repris parce qu'il manque de financement? C'est ma conclusion. Je ne vois pas comment un club ne rentrerait pas sur le terrain s'il en a envie ou bien s'il trouve que c'est nécessaire. On n'a pas encore la levée des mesures barrières. Peut-être on attend qu'on lève les mesures barrières. Il y a autant de choses qui nous embêtent un peu, mais je pense que même pendant cette période, on peut trouver, si on est astucieux, des moyens de faire travailler les gens. C'est-à-dire qu'Emmanuel a évoqué quelque chose, et c'est à ce niveau-là que je suis un peu d'avis avec ceux qui pensent qu'au niveau des fédérations, au niveau de la CAF, on a manqué d'arguments pour avoir souvent travaillé avec la Liga et pour avoir échangé avec les experts de la Liga là-dessus. On a commis des cabinets pour faire des études, pour démontrer effectivement que le football n'était pas ce par quoi la transmission du virus était très possible. Donc la possibilité pour qu'on puisse contacter le virus en jouant au football était tellement réduite qu'au niveau de la Liga, on est dans une incertitude qui allait à l'ordre de 2%. Je pense que dans notre championnat. Non, c'est juste pour dire que si on est astucieux, si on veut travailler, si on veut avoir des joueurs en état de forme, si on veut avoir des garçons à positionner pour un événement comme le CHAN, il est évident qu'on rentre très tôt sur le terrain. Donc je pense que la logique qui est celle de Fortuna, et c'est une bonne chose. Je crois d'ailleurs que tous les clubs aujourd'hui devaient rentrer sur le terrain au moins. Ça pourrait avoir tout le mérite de convaincre les autorités de ce que le football peut se jouer et qu'on devrait reprendre. Et qu'on devrait reprendre. Alors, coach Olivier Anatole, Fortuna, c'est une maison que vous connaissez bien. Oui, connaître, ça peut dire. C'est une maison où on est né, on a grandi, on a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Et donc, on est tout heureux quand même de voir certains visages, certains retours et aussi de revoir. Bon, maintenant, vous aviez évoqué le nombre de séances, le nombre de, je crois, 13e séance d'entraînement. Pour avoir grandi dans cette maison, je ne suis pas surpris, parce que quoi qu'on dise, le président Roger Noah, c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu une longueur d'avance sur le plan du travail par rapport à l'orientation même du travail de l'équipe. Maintenant, le tour reste dans le management. Je suis très content de revoir, n'est-ce pas, beaucoup de retours. Je vois là avec beaucoup de bonheur le retour de Fédé, le fils de l'autre. Il a fait un tour du côté du Chypre. Donc il y a quand même cette stabilité-là qui revient. J'ai vu Makongo qui est revenu, qui est parti, qui est revenu. Ça n'a pas pu marcher à l'étranger. Les revenus, c'est une très bonne chose. Et puis aussi, la plus grande satisfaction, c'est de revoir des joueurs avec qui, personnellement, j'ai été vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2017. À la base, je vois par là notamment Dabianda, Kouli et Tungu, tout ce beau monde-là que je vois. C'est une très bonne chose dans ce sens-là. On espère que pour la saison future, la saison prochaine, si jamais, entre guillemets, elle se joue, que Fortuna n'aura plus à végéter dans les bas-fonds du classement et va essayer de jouer le premier rôle. Parce que de la qualité dans ce groupe, on en a, de la stabilité aussi. Je crois qu'ils ont aussi un entraîneur assez expérimenté, Tao Ndjemna, alias Tao, pardon, Guy Ndjemna. Si le président essaie un peu de mettre les petits plats dans les grands, essaie de prendre sa place, je crois que chacun pourra jouer son rôle et le club ira de l'avant. Emmanuel Bankolo, j'aimerais que vous réagissiez plus sur PWD de Bamenda. PWD de Bamenda qui se prépare aussi pour cette compétition. C'est vrai qu'on attend beaucoup de PWD de Bamenda, mais il faudrait qu'on évite de lui mettre une pression supplémentaire. Je crois que PWD en a déjà, mais il faut éviter de lui mettre de la pression, surtout parlant des compétitions africaines. C'est une équipe qui demande d'être encadrée. Et si elle est simplement encadrée, je crois que PWD peut nous surprendre énormément. Et il y a eu des recrutements spécifiques quand même du côté PWD. Le meilleur de tous ces recrutements, c'est Achou Kerido. Achou Kerido qui apporte beaucoup d'expérience
Achou Kerido qui vient en leader, Achou Kerido qui va être ce patron du vestiaire. Donc je crois que côté Puy David de Bamenda, on réalise quelque chose de très grand avec l'arrivée d'Achou Kerido qui va beaucoup épauler le coach Pagou et ces deux personnes qui se connaissent énormément. Avoir Achou Kerido dans ses rangs, je peux vous dire que c'est pratiquement un monsieur 55 à 60% des clubs. Il peut apporter la différence sur un coup franc, il peut apporter la différence sur une transversale et c'est quelqu'un qui est... C'est aujourd'hui sur la planète Terre. Le meilleur gardien de notre championnat. Et honnêtement, ce n'est pas parce qu'il vient de chez nous, mais je puis dire que si on fait le top 3 des meilleurs gardiens au monde en termes de drop, si on est honnête, Achou Kerido fait partie de ce top 3 parce que ça, c'est sa spécialité à lui. Et quand vous avez un tel gardien, je peux vous dire que vous êtes rassurés. Mesdames et messieurs, les 19h dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Joyce Tata pour le journal de 19h. Joyce, good evening. Good evening, Mala. How are you doing? I'm doing fine. Let's begin this newscast in religion. That's right, Melen. Christians of the St. Francis Evangelist Parish in the Colmesson neighborhood in Yaoundé have been encouraged to always remain united for the progress of the Catholic Church despite the difficult times the country is facing. The call is that of His Grace Daniel Ewolo on a pastoral visit. Jamila Kadzalat has more. A triumphant entry of His Grace Daniel Ewolo into the St. Francis Evangelist Parish of Eyang Anya in the Colmescent neighborhood of Yaoundé. This pastoral visit, which is the first, is a moment for the prelate to mobilize authorities to seek ways to refurbish their parish. Vicar General came to help us to make the point, to evaluate the situation, to be sure that we are on the way to become a parish, because we are a quasi parish. His Grace Daniel Ewolo, who celebrated the Mass, calls on the congregation to be vigilant and steadfast in the Lord. He also administered the sacrament of Holy Communion and confirmation to some 30 Christians. I ask the parish priest and his fidels to pray more and more and to learn how to forgive to those who miss bad things. I ask them to know that it's important for Christians to forgive. At the end of the Mass, Catholic Christians were called upon to pray hard for unity and peace in the country, especially with the present security challenges and the COVID-19 pandemic. Over in the Northwest region, journalists in Bamenda have been schooled on the dangers victims of non-communicable diseases are exposed to, especially during this time hit by COVID-19, an initiative of the Cameroon Non-Communicable Diseases Alliance within the framework of the Global Action Against Non-Communicable Diseases. Sylvie Banta has the details of that story. In this Bamenda forum, news reporters were equipped with knowledge on the dangers victims of non-communicable diseases are exposed to. Logically, this youth advocate involved in the fight against non-communicable diseases says such ignorance can be dealt with thanks to routine medical checks. The whole objective of this program was to strengthen those health facilities to be able to give basic health care to people living with diabetes and to be able to bring diabetic care. Within the framework of the Global Action Against NCDs, a member of the Cameroon NCD Alliance is calling on governments to reinforce the association's effort in curbing the prevalence rate of diseases linked to NCDs. Together, like a hen will gather the chicks. Within the context of COVID-19, the Northwest Focal Point for NCDs, Claudette Mfor, cautions persons with underlying conditions to exercise vigilance given their high exposure to the coronavirus infection.
Joyce Tata, the fight against COVID-19 intensified in the West region. That's right, Melen. The campaign to roll back the deadly disease in the Noon has kicked off in the West region, dubbed COVID-19 Free Holidays. It is a brainchild of a member of the elite class of the Noon, as Ngu Henry tells us in the following report. The Noon division is ranked second after the Mifi with the number of confirmed cases of the COVID-19 pandemic in the West region. The campaign is to roll back the pandemic in the division, dubbed COVID-19 Free Holiday. The exercise will last 2 weeks. Some youths will comb the nooks and crannies of the division, sensitize the public, and train their peers on moral rearmament. The initiative is a brainchild of a member of the elite of the division, Minister Zakaria Wunjoya. We have put in place a concept that the main part is sensitization. You know that youth in the holiday period, they are used to do things that are not good. That's why he have decided to put them together, maybe to let them learn. The launching ceremony was marked by sketches on how to curb the spread of the coronavirus. Minister Zakaria Wunjoya also took time off to visit the Center for the Free Testing of the COVID-19, some subsections of the CPDM party, and the 2 classrooms being constructed at GS Njimashu. Some 100 youths in the East region are being educated on the values of patriotism and civic responsibility. The training, organized by the National Civic Service Agency for Participation in Development, will run till the end of September. Let's have details of that story with Mati Mabu. Like new recruits in the army, youths from the Bumban Goko, Kadei, Lomen Jerem and the Upper Nyong can be seen in the activities from 5 a.m. every morning at Enyet Pogolota during their military maneuvers and civic service responsibility. The 100 youths of all ages, classes, cultures and genres are being trained on daily basis on civic education, bilingualism, environmental protection, community service, sports, health, first aid, just to name a few. The monitors from the military on the part give the military drills, teaching them patriotic manners, punctuality and love for country. The mayor of Betatu Council, Ome Pitol Solau, offered a water bowl for the youths, also used this opportunity to explain to the youths the structure and functioning of a council, and also receive questions from the youths and their monitors. The visit of the mayor of Betatu, Ome Sola Pitol, was a moral booster to the conscript who have been trained in civic education. We expect that they are going to be exemplary and patriotic Cameroonians. It is expected that before the youths finish their training on September 22nd, 2020, they will be patriotic, devoted and exemplary Cameroonians. In news out of Cameroon, the mission of a West African peacekeeping force in Guinea-Bissau has come to an end after 8 years in the country. They were deployed by the regional bloc ECOWAS in 2012 following a military coup against Prime Minister Carlos Gomez Jr. after a disputed presidential election. Larry Fande has details of that story. Our technicians are indicating the story will be ready any moment from now. As you heard earlier on, it is a mission of the West African Peacekeeping Force in Guinea-Bissau, and after 8 years in the country. It is on that note that we wrap up the 7 p.m. edition of the newscast. We roll back the carpet for us to talk sports, Malian. Thank you very much. See you next Sunday. Mesdames et messieurs, Omniscore se poursuit. On va prendre le zapping. Et juste après, on va retrouver Willy Germain Bénard et Somba pour la World Sport. Mesdames et messieurs, la World Sport, c'est tout de suite.
Yay. Yay, boy. Yay, boy. Yay, wait. Yay, wait. Okay. Around the what you call around Markwe. Around Markwe, baba. Around Markwe, baba. Is it still out? Ah, chance. Ah, chance. No, where's the result that didn't get call result? Result Poncelan. Let natural like them fast. I will. Hello, Monty Corner will stand. I do the oh, shit. I'm trying now, yeah, it's bad. Bon retour sur le plateau de Omniscore. J'accueille sur ce plateau Willy Germain Benessomba. Bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir également à tous vos invités, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, la World Sport, c'est tout de suite. On débute par le football. C'est la rentrée des classes en série concerne la première ligue anglaise. Enlevé de rideau, Arsenal qui est allé en balade sur la pelouse de Fulham. Les Gunners, vainqueurs de la FA Cup et du Community Shield, ont dispensé le premier cours, ainsi que la première... Où on parle de la première ligue anglaise, le champion Liverpool s'est difficilement imposé contre le promu Leeds, qui signait son retour en première ligue. Liverpool l'a emporté à Anfield de justesse, 4-3 à Leeds. Lors de minutes, Mohamed Salah, auteur d'un triplé, a converti un penalty. Les Wads, très réalistes avec 3 buts. On part tout droit du côté de l'Espagne. La Liga a également repris, mais un coup d'envoi un tout petit peu timide. Score nul et vierge en match amical d'ouverture de saison entre Celta Vigo et Eibar. Eibar a été accroché par le Celta Vigo, 0 but partout, enlevé de rideau pour l'équipe de Grenade qui s'est imposée 2-0 devant l'Athletic Bilbao. Dans la soirée, Osasuna est allé battre Cadiz sur son propre terrain 2-0. Ce dimanche, le Real Sociedad, Villarreal, Valence font leur entrée en lice. Le Real Madrid fera son recours le week-end prochain chez la Real Sociedad. Le FC Barcelone, quant à lui, jouera du 26 au 27 septembre. Les équipes qualifiées pour les compétitions européenne bénéficie de quelques jours de préparation supplémentaire pour avoir terminé la saison plus tard. Le championnat espagnol n'a pas été épargné par le Covid-19. L'Atlético Madrid a annoncé que son entraîneur argentin, Diego Simeone, avait été testé positif et se trouvait confiné à son domicile. On va tout droit du côté de la France où on a disputé ce week-end la 3e journée de Ligue 1. Ce qu'il faut noter, c'était qu'il y a eu encore nul et vierge entre Lyon et Bordeaux. En début de 3e journée de cette Ligue 1, samedi, Montpellier a dominé Nice 3-1. Saint-Etienne a battu Strasbourg 2-0. Ce dimanche, Lille a battu Metz 1-0. Même score entre Angers, tombeur de Reims. Dijon s'est incliné à domicile contre Brest 0-2. Lorient a été battu par Lens 2-contre Croix. Et Monaco a battu Nantes 2-1. Dans quelques instants, dès 20h, ce sera le classique de cette 3e journée. Paris, finaliste de la Ligue des Champions, avec ses 7 joueurs testés positifs au Covid-19, reçoit Marseille, seul club français à avoir déjà remporté ce sacre européen. On reste toujours du côté de la France. Plusieurs Camerounais ont eu l'occasion de s'exprimer depuis le début de la semaine. On parle de Ignatius Ganago qui était buteur face au Paris Saint-Germain. Il s'agissait d'un match retard de la 2e journée de Ligue 1 disputée jeudi. L'attaquant camerounais du RC Lens
a permis à son club de s'imposer face à l'Ogre parisien 1-0. Titulaire, Ignatius Ganago, 21 ans, a été l'auteur de l'unique but de la rencontre à la 58e minute avant de céder sa place à la 71e. Une prestation qui augure une bonne perspective pour l'ancien niçois recruté par le SC Lens à hauteur de 6 millions d'euros, soit à peu près 4 milliards de francs CFA. Le Camerounais garde la tête froide. Il s'est exprimé en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Esther Ayumboko. Il allait jouer sur Verratti. Tout de suite, j'ai déjà anticipé. J'ai fait un contrôle, un deuxième et j'ai frappé direct. Et après, moi j'aime bien les gros matchs. C'est des matchs où il faut se faire voir. C'est des matchs où il faut tout donner. Bon, franchement, on savait que ça allait être dur pour nous. On le savait déjà. Même sans Neymar, Mbappé, et ça s'est vu que Paris, ils ont une très bonne équipe. Donc voilà, on a subi, on s'est serré les coudes. On était compact. Et voilà, ça nous a réussi aujourd'hui. Et voilà, on va continuer comme ça. Et du côté de la Finlande, Jean-Marie Ndungu a inscrit son 6e but de la saison contre l'Europe Slovaniani de Samin Djok, victoire 3-1 au du Onka de Jean-Marie Ndungu, 4e de cette première division finlandaise. Chez les dames, Gabriel Aboudi Ongene a inscrit un but samedi en première ligue féminine russe. Son club, le CSKA Moscou, s'est imposé 3-0 face au WFC Yenisei. La Camerounaise a inscrit le 3e but de la partie, son 6e but depuis le début de la saison. Rappelons que cette équipe de Moscou est en tête de ce championnat avec 26 points et creuse l'écart sur son dauphin, le Lokomotiv, qui n'en a que 16 malgré les 2 matchs en retard sur son calendrier. À présent, parlons de la balle orange, basketball. Il faut noter que cette semaine, les Raptors de Pascal Siakam sont tombés en demi-finale de la conférence Est. On parle bien de la NBA. L'aventure s'est arrêtée samedi pour les champions antiques, les Raptors de Pascal Siakam. Ils ont été défaits lors du match 7 dans la série éliminatoire face aux Celtics de Boston. Score serré 87-92. Le Camerounais Pascal Siakam a tout de même signé une belle performance en étant le meilleur rebondeur de son équipe, soit 11 rebonds obtenus pour 13 points inscrits et 2 passes décisives. Les Celtics Boston, quant à eux, se déplaceront mardi à Miami Heat pour la finale de la conférence Est. Et puis, on parle tennis. Dans cette édition de World Sport, la japonaise Naomi Osaka qui remporte l'US Open après avoir renversé la Biélorusse Victoria. En venant à bout de la Biélorusse Victoria Azarenka samedi, Naomi Osaka a décroché son 6e US Open. C'est un sacre qu'elle est allée chercher au bout d'elle-même. Naomi Osaka a renversé la vapeur après d'une mauvaise entame. Parlons plutôt de l'affiche chez les messieurs. Il faut noter que c'est Dominic Thiem et Alexander Zverev qui vont disputer l'affiche de l'Open, la finale de l'Open. C'est à suivre tout à l'heure à partir de 20h. Ce sera le premier grand chelem pour l'un ou l'autre. Dominic Thiem, numéro 3 mondial, et Alexander Zverev, numéro 5, sont respectivement tombeurs de Daniel Medvedev et Pablo Carreño en demi-finale. Ce soir, l'Autrichien Dominic Thiem a au moins l'avantage de l'expérience après avoir échoué 2 fois en finale de Roland Garros contre Nadal en 2018 et en 2019. En face, l'Allemand Zverev découvrira la saveur de ce moment, mais dans un contexte inédit avec le huis clos imposé par le coronavirus. Et puis on va terminer cette édition de la World Sport avec le cyclisme. C'est du côté de la France, le Tour de France qui se poursuit. La 14e étape a été remportée hier samedi par le Danois Anderson. Søren Kragh Andersen a remporté la 14e étape avec un... Voilà qui va mettre un terme à la World Sport de cette édition. Merci beaucoup, on se dit à dimanche prochain. Avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, on va prendre le gossip. Esther Ayumboko a concocté certaines informations pour nous. C'est le Gossip Sport. Je ne vous dis pas que Ndié Clinton fait son mea culpa. L'ancien lion indomptable souhaiterait même revenir à l'équipe nationale. Il l'a exprimé dans un communiqué de presse diffusé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. On ne parlera pas que de ça dans cette édition de Gossip. On parlera également du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, qui souhaiterait se représenter
à l'élection à la tête de l'instance fêtière africaine. Salut à tous, bienvenue à cette édition de Gossip Sport. Jay Clinton fait son mea culpa. Le lion indomptable regrette profondément le triste épisode de sa vie qu'il dit n'avoir pas souhaité ni apprécié. Dans un communiqué de presse, il déclare « Le confinement que le Covid-19 a imposé m'a donné le temps de la réflexion et je suis parvenu à la conclusion que je devais personnellement me rendre dans mon pays auprès des miens pour leur présenter mes sincères regrets. » L'ancien lion aurait même émis le vœu de revêtir de nouveau les couleurs et le blason de l'équipe nationale. Affaire de racisme dans le football, Balotelli a des remontées acides de son calvaire passé à l'Inter. Selon ses dires, Super Mario était la cible d'injures de la part des supporters. Lors des matchs de Série A, j'ai reçu de nombreuses insultes racistes. Je me suis plaint chez l'arbitre. Il m'a ignoré. J'ai voulu insulter les supporters à mon tour. Mon grand frère Eto m'a appelé à la mi-temps et m'a ordonné de me taire, de rester concentré et de répondre en jouant au football. Au retour des vestiaires, j'ai marqué 2 buts. Bien envoyé, Mario. Le Black Lives Matter continue son bonhomme de chemin. Naomi Osaka a utilisé 7 masques noirs différents, un par match jusqu'à la fin de l'US Open. Chacune de ces protections portait le nom d'une victime noire des violences policières. La joueuse japonaise a même déclaré, je cite, « Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de radical se produise si je ne joue pas. Mais si je peux engager une discussion dans un sport majoritairement blanc, je considère que c'est un pas dans la bonne direction. » Fin de citation. La pongiste a remporté pour la 2e fois l'US Open. Elle reste donc numéro 1 mondial depuis 2018. Élection à la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad serait à nouveau candidat. Au cours d'une interview accordée à Radio Algérie Internationale, le président de la CAF a évoqué son avenir à la tête de l'instance fêtière du football africain. Le Malgache n'a pas donné une réponse claire et préfère entretenir le mystère autour d'une nouvelle candidature. Comme en 2016, où j'ai déposé ma candidature, dit-il, une semaine avant la clôture des candidatures, je n'en fais pas une affaire personnelle, car ce qui m'importe en ce moment, c'est la gestion des différentes compétitions par rapport à la pandémie de la Covid-19. Je finalise également mon mandat et ce que j'ai promis dans mon programme et de tout ce que j'ai pu réaliser. Il ajoute, « Vous savez aussi que les décisions de la famille ainsi que la bénédiction de votre pays sont très importantes également. J'ai toujours demandé conseil aux différents chefs d'État africains. C'est pour cela que je ne pourrai pas gérer la Confédération africaine sans leur aide. » Maman, l'autre si alors, c'est le cœur du ballot. Si c'est avéré non, c'est que Alex a fait fort. Alexandre Son est accusé d'avoir enceinté une fille et refuserait d'assumer la paternité. Seulement, Agola n'est pas le genre à qui on fait ça. D'ailleurs, ses propos en disent long sur ce qui risque de se passer si Alex continue, selon ses dires, à fuir ses responsabilités. J'ai trop supporté, j'ai pleuré nuit et jour, j'ai même décidé de tout dire sur mon Snapchat. Mais ils m'ont un peu calmé en appelant ma soeur pour lui demander de me calmer, qu'il va gérer la chose et voir comment il peut faire. Mais rien ne s'est fait jusque-là. Au contraire, il vit sa meilleure vie pendant que moi je souffre. Alexandre Son, à la guerre comme à la guerre. Et sache qu'ici, c'est pas l'Afrique. Tu assumeras cet enfant, que tu le veuilles ou non. Quelle histoire! Fin de cette édition de Gossip Sport. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous à la prochaine édition. Restez scotchés.
Merci beaucoup, restez à Mboko pour toutes ces informations. Alors, Yannick, avec vous, j'aimerais revenir sur cette World Sport. On a l'impression que tout va plutôt bien de l'autre côté. Le tennis est en marche, le basket est en marche, le football est en marche. Et on a envie de se dire pourquoi chez nous, on ne commence pas aussi rapidement les choses en marche. La pandémie est là, mais les autres pays font avec. Oui, je dis, c'est peut-être on a peut-être mal expliqué les choses aux gens. Si vous avez souvenance, moi ici sur ce plateau, assis à la place de Manu, je vous disais déjà qu'il faudrait qu'on soit réaliste, qu'on se dise que Covid, c'est pas pour si tôt, c'est au moins pour 3 ans, et que l'enjeu aujourd'hui était de pouvoir démontrer au monde qu'on peut organiser la vie, on peut organiser l'activité économique malgré tous les aléas de la vie. Et en Europe, on l'a bien compris. Dites-vous qu'en France, Covid, c'est pas aussi bien traité qu'au Cameroun. Le Tour de France se dispute à présent. En Espagne, il y a une montée encore il y a des cas. En Angleterre, c'est pareil. Mais simplement, la différence avec eux, c'est qu'ils ont très tôt compris qu'il fallait faire avec et il fallait trouver comment est-ce qu'on peut organiser le sport avec cela. Je pense que c'est la logique qui doit guider les managers du football en Afrique, soit les... Merci Yannick, merci beaucoup. On s'achemine vers la fin de l'émission. Alors, au coach, on s'achemine en 30 secondes. Aroga reprend le stage dans 2 jours. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les joueurs dès les premières journées? Déjà, lui souhaiter la bonne chance. C'est difficile. C'est difficile pour Aroga de travailler dans ces conditions. Ça, je peux le comprendre. Mais maintenant, on espère qu'il aura quand même l'effectif, beaucoup plus sur le plan qualitatif, et que les autorités fédérales, n'est-ce pas, du football camerounais lui donneront tous les moyens de pouvoir préparer bien cette compétition, afin qu'au soir de cette compétition aussi, qu'on ne soit pas assez regardant, assez rigoureux par rapport à la demande du résultat, puisqu'on est dans la ponctualité, dans l'urgence. Emmanuel Bankolo, merci d'être passé. Mesdames et messieurs, c'était OmniScore sur CRTV News. Portez-vous bien. À dimanche prochain.